20h, nous développerons dans ce journal la rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce avec l'ensemble de la CECIM. Objectif, informer et sensibiliser les opérateurs économiques des récentes décisions prises par le gouvernement, notamment la création d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social et la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications. Lutte contre le terrorisme et le banditisme. De grands chemins, l'armée malienne et sénégalaise monte la garde. Des patrouilles communes sont organisées depuis ce jeudi 20 février 2025 tout au long des deux frontières. Une décision de la plus haute hiérarchie militaire dans le but de sécuriser les populations et aussi sauvegarder le fleuve Falémé. Depuis Kaye, la correspondance de Balkissa Chérif Aïdara. Clap d'ouverture demain samedi 22 février au Burkina Faso de la 29e édition du FESPACO. Cinéma d'Afrique et identité culturelle, c'est le thème retenu cette année. Le Mali est présent dans les 11 compétitions officielles avec 2 films en lice pour le prestigieux étalon d'or du Yénéga. Mahmoud Afé, le ministre de la Culture, est à la tête d'une forte délégation. Les obsèques du grand réalisateur Souleymane Cissé, décédé à l'âge de 84 ans, ont eu lieu ce vendredi dans sa famille à Nyarela. Depuis mercredi, le monde du 7e art est en deuil. Au Niger, ses amis cinéastes lui ont également rendu hommage, le tout à la fin de ce journal. Bonsoir tout le monde, très heureuse de vous retrouver. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le chef de l'État, a reçu en audience ce matin un porteur de message à Koulouba. Il est l'envoyé de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Constant Moutamba, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC, était accompagné de l'ambassadeur de la RDC au Mali, résident à Dakar. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Même si beaucoup de détails n'ont pas été donnés, l'envoyé spécial du président Tshisekedi a néanmoins laissé entendre que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la situation dans le nord de la RDC. Malgré l'éloignement géographique, le Mali et la République démocratique du Congo entretiennent des relations diplomatiques fondées sur des liens historiques, culturels et politique. Carnet d'audience du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga s'est successivement entretenu avec une délégation allemande. Le représentant spécial du secrétaire général, chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, avec le diplomate onusien sécurité et action humanitaire ont meublé les débats, tandis qu'avec la délégation allemande, les résultats obtenus par le centre agroalimentaire de Sibi à l'ordre du jour. Mamari Kone, Aliou Touré. Le philanthrope allemand Dr Gunther Weber s'apprête à quitter notre pays après un séjour de plusieurs années. L'initiateur du centre agroalimentaire de Sibi est venu avec le coordinateur international Dr Ener Pependik et le coordinateur national présenté au Premier ministre le projet de financement de la formation professionnelle en transformation agroalimentaire. Le centre agroalimentaire de Sibi est financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA avec l'appui de la fondation Klaus Tira dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Mali et l'Allemagne. Il forme les groupements de femmes et de filles. Déjà 400 femmes ont bénéficié de ces formations. Ce projet intervient dans le renforcement des capacités et le financement des centres de formation en transformation agroalimentaire au Mali. Et au-delà de la formation en transformation agroalimentaire au Mali, pour les femmes et les filles, nous intervenons dans d'autres domaines tels que l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation, l'environnement et la sécurité routière. C'est eine Ehre für uns, dass wir von dem Ministerpräsidenten... C'est très content. Il a commencé à travailler ici en 2004. Il a fondé, avec des amis aussi maliens, un centre à Daouda Bougou pour des jeunes filles et des jeunes femmes déscolarisées. Ça s'est très très bien développé. Et à partir de 2017, dès 2016, il avait l'idée qu'il faut aussi faire quelque chose pour les femmes dans la campagne, pas seulement dans la capitale. Et il m'a approché et il est heureux parce que ce centre est devenu beaucoup plus grand et beaucoup plus performant et plus complexe qu'il n'a jamais cru. Au nom du président de la transition et du gouvernement, le Premier ministre a salué l'engagement personnel du Dr Gunther Weber pour son investissement pour le développement de la formation et du secteur agricole au Mali.
Quelques instants après, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a reçu en audience Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Selon le diplomate onusien, sa visite au Mali s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement des autorités maliennes. Aussi, il a salué le gouvernement pour tous les efforts faits dans le cadre de la normalisation avant de déclarer que les Nations Unies sont là pour encourager et soutenir le Mali. Nous avons échangé des informations avec le Premier ministre, mais nous avons aussi profité de l'occasion pour réaffirmer la disponibilité des Nations Unies pour accompagner et soutenir le pays dans les efforts en cours pour résoudre les problèmes du pays. Donc nous sommes toujours disponibles pour continuer à donner au pays tout le soutien nécessaire. Pour sa part, le Premier ministre s'est apaisanté sur la situation sécuritaire et la Confédération des États du Sahel. Occasion pour lui de donner les 8 axes de la lettre de cadrage adressée au gouvernement et d'évoquer l'élaboration en cours du programme d'action gouvernementale. Contrairement à certaines allégations, le Premier ministre dit ne pas croire à une détérioration de la situation sécuritaire au Mali. Au contraire, il loue les changements de posture avec l'occupation du territoire national par nos femmes. Pour lui, la création de la Confédération des États du Sahel vise la mutualisation des efforts des 3 pays dans les domaines de la diplomatie, de la défense et du développement. Le général de division Abdoulaye Maïga a enfin invité les Nations Unies à prendre en compte la position de l'administration américaine sur le financement du terrorisme. C'est pourquoi le prochain rapport des Nations Unies est beaucoup attendu à Bamako. Continuons avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, accompagné d'une forte délégation. Il était chez le président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malick Diaw. Paix, sécurité, développement et bonne gouvernance au cœur des discussions. Leonardo Santos Simao, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, est au micro de Tamsir Diabaté. Nous avons reçu des informations actualisées sur l'évolution de la situation et les progrès que le pays fait dans la restauration de la paix, de la sécurité dans le pays. Mais aussi avec des défis qui sont encore là. Et nous avons exprimé aussi la disponibilité des Nations Unies de continuer à accompagner le pays, à encourager les efforts pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale au Mali, et même pour mobiliser la communauté internationale pour la continuation du soutien au pays. Et nous avons aussi profité à saluer le gouvernement pour la décision de faire que 2025 soit l'année de la culture. Mais en même temps, nous pensons qu'il est important d'établir un cadre de coopération entre l'AES et la CEDEAO dans le cadre plus global des rapports entre les pays de la région. Donc, il faut continuer la coopération, le parcours historique entre tous les pays de la région et le cadre d'une coopération mutuellement avantageuse entre les deux parties. Nous sommes toujours là pour encourager les parties à trouver une plateforme commune de coopération dans la région. Au moment où le président Diaw recevait la délégation onusienne, des membres du CNT étaient face à la commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale. Les échanges riches et pertinents ont permis aux invités du jour de mieux comprendre le contenu de la dite charte et aux autres d'avoir un aperçu des potentielles contributions qui pourraient être formulées à Lucéine Touré. C'est la 3e fois que les membres du CNT sont sollicités pour donner leur avis sur le même document. Celui-ci est dans sa dernière phase d'élaboration, mais d'ores et déjà le Conseil national de transition souhaite qu'il soit la volonté de tous les Maliens, y compris dans son processus d'adoption. Le Conseil national de transition souhaite que le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale soit soumis , après sa formalisation par voie législative bien sûr,
pour son adoption définitive à un référendum en vertu des dispositions de l'article 60 de la Constitution du 22 juillet 2023 pour s'assurer de l'accompagnement du peuple malien. Plusieurs commentaires et suggestions liés notamment aux aspects juridiques du document, à son contenu et à ses implications dans les sphères économiques, culturelles, environnementales et bien d'autres ont été formulés. Les membres de la commission de rédaction n'en demandaient pas moins. La commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer le projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Le même décret, en son article 8, dans le cadre de sa mission, la Commission peut consulter les forces vives de la nation. Au cours du processus de rédaction de l'avant-projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, la Commission a entrepris l'ensemble des forces vives de la nation, les institutions de la République, les universités et les personnes ressources. Nous avons écouté, échangé, noté à chaque fois les observations, contributions et recommandations. Notre objectif était d'être le plus inclusif et le plus participatif possible avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Dans 72 heures, les membres de l'instance législative fourniront par écrit leurs critiques, recommandations et commentaires à la Commission. Et toujours avec la Commission, ce vendredi après-midi, elle a rencontré les membres du Haut Conseil des collectivités, venus nombreux, d'où le salut du président de la Commission, Ousmane Issoufi Maïga, à l'endroit des conseillers pour leur intérêt. Mamadou Fari. L'inclusivité et la participation de toutes les forces vives de la nation, c'est la démarche préconisée par la commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. En rencontrant le Haut Conseil des collectivités, le président et les experts de cette commission entendent recueillir leurs contributions dans l'élaboration de cette charte. Nous sommes témoins de votre contribution significative à l'animation de la vie institutionnelle du Mali, à vos réflexions qui expriment les préoccupations profondes de nos compatriotes. Il s'agissait pour nous d'être le plus inclusif et le plus participatif possible. Nous aurons à cœur de recevoir vos nouvelles propositions, contributions, suggestions et observations sous 72 heures. Nous ne doutons pas un seul instant qu'une fois de plus, nous aurons de la part de votre institution les résultats de vos réflexions pour nous enrichir davantage. Une démarche saluée par les membres du Haut Conseil des collectivités. C'est toujours un plaisir pour nous de vous rencontrer et d'échanger avec vous. La recherche de la paix, la réconciliation au Mali, initiative du président de la transition, que nous apprécions et que nous trouvons comme initiative qui fera le bonheur du citoyen tout court. Au terme des échanges, les membres du Haut Conseil des collectivités ont promis d'apporter leur contribution pour que les préoccupations des collectivités figurent en bonne place dans la charte. Le même document de projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale soumis ce jeudi 20 février aux forces vives de la région de Tombouctou, de Sikasso et de Koulikoro. L'exercice est le même, prendre les opinions de la nation avant d'élaborer le projet. Idrissa Goulou Sissoko depuis Tombouctou, Moussokoro Seremi et Suleiman Bamba depuis Sikasso et Boubacar Sissoko et Stalif Maïka depuis Koulikoro nous font le point.
Le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est soumis aux forces vives de la région de Koulikoro pour l'enrichir. Le Mali a connu un certain nombre de crises de 1963 à 2012. Lesquelles crises ont fortement secoué les acquis en termes de sécurité, en termes de développement et ébranlé le tissu social. Et malgré qu'il avait été établi un certain nombre de pactes et d'accords et qui ont vite eu leurs limites. Et c'est ce qui a amené son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à initier le dialogue intermalien. Un dialogue inclusif qui n'a pas manqué de marquer parmi ses recommandations la charte sur la paix et la réconciliation nationale. Ce projet de charte, une fois finalisé, devra permettre aux Maliens de parvenir à une véritable paix durable. Il nous a été demandé de faire une rencontre inclusive pour permettre aux Maliens de donner leur point de vue, de faire des observations aussi objectives, que les gens sont convaincus franchement de l'engagement citoyen, du patriotisme du président. Personne ne sera mis de côté. À l'issue des assises, les participants ont formulé des recommandations pertinentes allant dans le sens de la cohésion nationale, du vivre ensemble et de la paix. Le document du projet de charte vise à aborder les problèmes persistants de sécurité, de gouvernance et de développement au Mali. C'est avec un sentiment d'engagement collectif et une volonté absolue d'ouvrir une nouvelle page de cohabitation harmonieuse que les forces vives des 8 cercles de la région de Sikasso participent à la rédaction de cet avant-projet Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Chaque Malien doit être un acteur clé et se sentir concerné dans la recherche de la paix à travers le dialogue et le pardon. C'est un acte majeur dans la construction d'un pays et surtout dans la refondation d'un pays comme le Mali. La paix ne peut être réelle que si elle repose sur des bases solides. La justice, l'inclusion, la reconnaissance des souffrances de chacun et l'engagement sincère à reconstruire la confiance entre les citoyens. Nous devons aujourd'hui faire entendre notre voix dans l'élaboration de cette charte, qui sera le socle d'un Mali réconcilié et tourné vers l'avenir. Les participants de Sikasso seront répartis en 3 groupes et les conclusions des travaux seront discutées en plénière. Les recommandations issues de cet exercice constitueront la contribution de Sikasso à l'élaboration de la charte finale. Cette consultation régionale a été une occasion pour les représentants des forces vives de la région de Tombouctou d'examiner le projet de la charte nationale ainsi que les synthèses des contributions proposées par la commission à l'effet de faire des observations ou de formuler des propositions d'amélioration des dits documents. Les 3 groupes de travail ont examiné les thématiques suivantes: la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Il nous revient donc de nous engager en vue de jeter les bases d'une refondation solide pour la paix, la réconciliation nationale pour permettre au gouvernement de transition de bâtir la maison Mali en prenant en compte dans les documents la charte nationale tous les aspects constructifs à la réussite. À l'issue d'échanges fructueux, les participants ont formulé certaines propositions, à savoir préciser la date du déroulement du processus du dialogue intermalien dans le préambule, insérer dans le curriculum scolaire la notion de cohésion sociale et du vivre ensemble, prendre en compte la sécurité fluviale, ferroviaire et aéroportière, entre autres. Nous, population de Tombouctou, vous avez constaté depuis le matin, quelle heure jusqu'à 18h passées, personne n'est fatigué. S'il faut continuer jusqu'à demain, toute la population est prête à continuer. Si ça vient des autorités de notre État, nous sommes là à 100%. Et Tombouctou a toujours manifesté, c'est pas la première fois. Le chef de l'exécutif régional a rassuré que ces propositions seront transmises très rapidement à la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Et je vous ramène à Koulikoro où on va écouter la société civile par rapport à la décision du gouvernement concernant certaines taxations, notamment dans la téléphonie, des réactions de soutien au micro de Boubacar Sissoko. C'est une bonne chose, puisqu'on a voulu nous prendre en nous-mêmes.
Et c'est obligatoire qu'on accepte certaines choses. Voilà. On a demandé aux Blancs de partir. On a voulu être nous-mêmes. Donc être soi-même, ça veut dire qu'on accepte certaines conditions. Augmenter la communication, c'est très normal. C'est très normal. Ça y va de soi. Et que la population accepte la mesure, parce que ça nous permet d'être indépendants, sérieusement indépendants. Que la population accepte cette mesure. Alors je pense que c'est une très belle initiative à partir du moment où cette nouvelle taxation va aider le gouvernement à prendre en charge certaines dépenses et puis aussi à développer notre pays. Donc je pense que la population doit s'y mettre et puis accepter cette nouvelle taxation-là pour un développement durable au Mali. Tranquillisons-nous, l'armée malienne et sénégalaise monte la garde dans la lutte acharnée menée contre le terrorisme et le banditisme de grands chemins. Des patrouilles communes sont organisées depuis ce jeudi 20 février 2025 tout au long des deux frontières, une décision de la plus haute hiérarchie militaire dans le but de sécuriser les populations et ici sauvegarder le fleuve Falémé. Pour rappel, cette décision fait suite à une réunion de haut niveau tenue les 6 et 7 février dernier à Bamako entre les ministres de la Défense du Sénégal et du Mali. Depuis Caille, la correspondance de Balkissa Chérif Haïdara. Morale au top et instructions fermes pour le bon déroulement de cette collaboration bipartite entre les forces armées maliennes et sénégalaises. Ces forces ainsi déployées mènent depuis ce 20 février des patrouilles contre le terrorisme, le banditisme transfrontalier, le vol de bétail, la drogue et surtout la lutte pour la sauvegarde du fleuve Falémé en voie de disparition en raison de l'exploitation illégale de l'or dans le lit de cette frontière naturelle entre le Mali et le Sénégal. Avec ces patrouilles communes, nous sommes beaucoup plus rassurés. Nous prions pour la réussite de leur mission pour la paix dans nos deux pays. Les deux homologues commandants de zone numéro 4 ont, au cours de la cérémonie de lancement, rappelé les similarités entre les deux nations avant de souligner l'importance de la collaboration entre les forces armées et la population. Ensemble, nous allons œuvrer pour la sécurisation des populations qui vivent de part et d'autre de cette frontière commune. La sécurité, d'abord, c'est les renseignements. Celui qui n'est pas renseigné, il ne peut pas faire le combat. Et les renseignements viennent d'où? Ça vient de vous, la population. Si la population constitue notre domaine de définition, cela veut dire que, évidemment, ça va marcher. Mais si la population pense que les forces armées et de sécurité sont leurs ennemis, quel que soit Alpha, même si chacun d'entre nous est doté par un char ou un berdem, on n'ira nulle part. Ces patrouilles communes vont se poursuivre jusqu'en fin 2025. Le colonel Ongoiba et sa délégation avaient auparavant effectué une visite de courtoisie auprès des autorités coutumières de Diboli. Une délégation de plusieurs départements à Kidal pour identifier les besoins de la région et renforcer le retour définitif de l'administration et de ses services sociaux de base. Sidi El Medi Ag Al-Baka, Moussa Togo, ORTM Kidal, reportage. Une forte délégation composée des agents du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement et de la population, du ministère de l'Éducation nationale, du ministère des Transports et des Infrastructures, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, une équipe de la Banque malienne de solidarité en mission à Kidal, une première depuis la reprise de la 8e région par notre vaillante armée le 14 novembre 2023. Et cette mission consiste à un retour définitif de toutes les structures de l'État pour que la vie reprenne de plein fouet dans la région de Kidal. C'est pour cela que vous voyez que tous les démembrements de différentes structures sont là aujourd'hui. Et vous avez constaté avec nous, nous sommes en train de passer au niveau de toutes les structures, constater exactement de vivre ce qui doivent être réhabilités dans l'immédiat pour que les gens puissent reprendre le travail le plus vite que possible. Nous avons identifié un programme d'aménagement de voirie à l'intérieur de la ville de Kidal. Mais pour le programme de 2025, nous avons l'assurance que nous allons commencer à bitumer un certain nombre de kilométrages dans la ville avec un éclairage public de la voie et des lampadaires qui seront installés et des feux tricolores sur cette voie. Si
Madame Diop Sika Traoré fait le tour des écoles afin de s'enquérir de la situation des cantines pour les réouverture. L'équipe du ministère en charge de la justice attire toutes les attentions avec le retour après plus d'une décennie de services judiciaires pour faire respecter la loi sur toute l'étendue de la région. Vous savez que déjà nos unités d'enquête sont sur place, le procureur est sur place, ça veut dire que la loi malienne s'appliquera sur toute l'étendue du territoire malien et Kidal en fait partie intégrante qui reste sur le Mali. Quant à l'équipe du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat, le constat est amer. Après plusieurs visites, certains services nécessitent d'être réhabilités et équipés, à l'image de la direction régionale de la santé de Kidal. Il faut tout évaluer, créer des conditions décentes de travail pour les administrateurs, les agents de l'administration, afin d'offrir les prestations qu'il faut aux citoyens de la région. Cette volonté affichée par les autorités de la transition qui vise à donner un coup de fouet au développement de la région de Kidal au même titre que les autres régions de notre pays suscite beaucoup d'espoir à Kidal. Dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité 2025, le gouvernement du Mali, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, offre 20 tonnes de riz à la région de Badjangara. La cérémonie de remise, un reportage de nos correspondants sur place, Agibo Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Omar Guindo. Au cours de cette remise, le président du Haut Conseil islamique de Badjangara a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour lui, ce don est une bénédiction pour les fidèles en ce début de mois sacré. Je remercie les autorités du pays, précisément le général d'armée Assimi Goïta et tout son gouvernement. Nous donnons l'assurance de distribuer ces vivres aux véritables bénéficiaires. Le chef de l'exécutif régional a insisté sur la nécessité d'une gestion exemplaire de cette aide. Il a donné des instructions strictes aux préfets et aux maires pour garantir une distribution sans favoritisme ni détournement. Dans le cadre, le gouvernement a bénéficié de 20 tonnes de riz à distribuer aux fidèles musulmans qui sont dans la nécessité dans la région de Badjangara. Et donc, j'ai mis en place une commission qui a travaillé sur la base de 7 tonnes pour Badjangara, 7 tonnes pour Koro et 6 tonnes pour Bankas. Ce geste rappelle que le lien entre l'État et les citoyens repose aussi sur l'entraide et le partage des valeurs fondamentales du mois de Ramadan. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, Oumou Sall Seck, inaugure de nouvelles infrastructures de transformation d'arachide du complexe agroalimentaire. C'est à Kalassa, dans la commune de Sibi. Le projet financé par la Fondation internationale allemande a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Le compte-rendu de la cérémonie, c'est avec nos envoyés spéciaux Fantama Magnentao et Djelimara Diabati. Un pas de plus vers la souveraineté alimentaire au Mali. 3 événements sont à l'origine de la cérémonie d'inauguration des infrastructures du complexe agroalimentaire à Kalassa dans la commune de Sibi. Il s'agit d'un parc animalier, d'une aire d'abattage et d'une unité de transformation de l'arachide en huile. Cet investissement massif au bénéfice des femmes du Mali est un acte fort qui mérite la reconnaissance de toute la nation. L'inauguration de ces usines marque une avancée majeure pour le complexe agroalimentaire de Sibi. L'objectif visé, ça d'ailleurs, c'est l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est un point. Et on veut que les femmes soient autonomes. Et cette politique d'autonomisation des femmes rentre dans notre politique de formation et dans notre approche de tous les jours. Ce complexe agroalimentaire de Sibi, qui crée plus de 400 emplois permanents et plus de 10 000 autres indirects, est la réponse de la Fondation Klaus Schira dans le cadre de la coopération entre la République fédérale d'Allemagne et le Mali. Ce projet prend en compte les axes d'intervention de la coopération allemande. En tant que centre d'apprentissage pour le monde agricole, il s'inscrit dans le cadre de la coopération allemande au secteur de l'agriculture. Il contribue également à la stabilisation et la promotion de la paix. L'engagement de nos amis allemands s'inscrit en parfaite cohérence de la vision de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a instruit
le gouvernement de toujours placer les besoins des populations au cœur des décisions. Ce projet agroalimentaire implanté à Sibi est financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA par la Fondation internationale allemande. Rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et la CECIM. Objectif, informer et sensibiliser les opérateurs économiques des récentes décisions prises par le gouvernement, notamment la création d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social et la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications. Sorona Kamisoko. Quand un problème est bien posé, bien expliqué, l'adhésion et la compréhension seront toujours au rendez-vous. C'est pourquoi le ministre en charge du commerce a voulu réunir autour de lui les représentants des organisations des commerçants détaillants pour leur expliquer le bien fondé des récentes décisions prises par le gouvernement. Il s'agit notamment de la création d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et développement social, la taxe de prélèvement divers et la taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouvert au public. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces 3 décisions? Notre pays est engagé sur 3 fronts. Il y a d'abord la guerre militaire contre le terrorisme. Et le deuxième front, c'est la guerre diplomatique. Et le 3e front, c'est toutes les questions liées à la guerre économique, informationnelle et communicationnelle. Le Mali bénéficiait en moyenne de plus de 400 milliards d'appui budgétaire. Mais le Mali n'a pas aujourd'hui d'appui budgétaire. Toutes ces mesures prises par l'État entrent dans le cadre du renforcement de l'économie du Mali et d'assurer l'amélioration des conditions de vie des populations. La décision prise par le gouvernement par rapport à la création d'un fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base et de développement social va être alimentée par les taxes qui seront prélevées sur les consommations des services commerciaux des communications téléphoniques. Je pense que ces décisions ont été bien réfléchies et c'est raisonnable. Plusieurs pays sont passés par là. Leurs populations l'ont accepté. C'est une question de dignité et de patriotisme. Vraiment, je vous invite à adhérer à l'initiative et d'être les relais auprès de vos membres. À l'issue de la rencontre, les participants ont fait des recommandations, parmi lesquelles l'élargissement des séances d'information et la transparence dans la gestion des ressources et des taxes. Et le ministre Moussa Alassane Diallo de rassurer que le fonds généré par le prélèvement de ces taxes sera géré par la présidence de la République. Aucun cas humain de ver de Guinée enregistré au Mali, selon l'Organisation mondiale de la santé. L'information a été donnée lors de la revue 2024 du Programme national pour l'éradication du ver de Guinée, INABA, pour plus de détails. Le Mali est en passe de gagner le combat contre la dracunculose, une maladie parasitaire invalidante. Les progrès enregistrés par notre pays dans cette lutte est reconnu par le Centre Carter. Les responsables du centre et le gouvernement du Mali sont réunis pour une évaluation de la situation au niveau des différentes régions du Mali. Utilisez les données pour réviser vos plans d'action et vous assurer que l'équipe est bien équipée pour interrompre la transmission en 2025. Pour indiquer la dracunculose, l'OMS mène une action de plaidoyer en faveur de l'éradication. Des 194 pays membres de l'OMS, et l'OMS a certifié 187 comme ayant éradiqué le ver de Guinée et 2 pays sont en voie de pré-certification. Il n'existe pas de vaccin contre la dracunculose, ni encore moins de médicaments pour traiter les patients. Le Mali a notifié 30 infestations en 2024 et en 2023, il avait notifié un cas humain et 47 infestations animales. Ceci représente une réduction du nombre de cas et d'infestations animales de 40%. Ainsi, ces résultats sont fort appréciables, mais ne sont pas à la hauteur de nos attentes. La lutte contre cette maladie a été intensifiée au Mali à partir de 1993. Une enquête nationale de base a déterminé le niveau de propagation de la maladie dans 5 régions du Mali qui sont Kay, Koulikoro, Sigasso, Ségou et Mopti.
Et cette rencontre d'échange et d'information avec les services centraux et assimilés du ministère de l'Éducation et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Mamadou Fane nous en parle. La corruption touche tous les secteurs d'activité du pays. Pour faire face à ce phénomène dans le domaine de l'éducation, le CLEI lance une croisade à la faveur de la semaine de la jeunesse contre la corruption. Les travaux menés par le CLEI, ceux effectués par des structures de contrôle, ainsi que des études thématiques réalisées par des organismes indépendants, révèlent que l'éducation nationale aussi est affectée par des fraudes en tout genre, des conflits d'intérêts, des cas de favoritisme, les uns et les autres, aboutissant à un enrichissement illicite des acteurs publics et privés du secteur. La tenue de cette activité est une opportunité pour nous, cadres du département de l'éducation, de découvrir, d'approfondir nos informations sur l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Son objectif, ses missions. Le thème de cette semaine est s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Un thème qui suscite l'intérêt de la jeunesse et des pays membres de l'AES invités de cette semaine. Pour nos États qui forment l'AES aujourd'hui, comme les discours l'ont montré, avec la corruption, on ne peut pas se développer et tout est à terre. Donc lutter contre la corruption, c'est vraiment une lutte pour la survie de nos États, donc c'est très important. Cette journée d'information et de sensibilisation sera l'occasion de renforcer les capacités des services centraux et assimilés du ministère de l'Éducation sur la connaissance des instruments juridiques nationaux et internationaux de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Session de formation sur les techniques de vérification des fausses informations à l'attention des organisations féminines. L'initiative est du consortium Femmes en Moi, La Voix de Mopti et Saochek de Tchad. Yara Dambélé nous donne plus d'explications. Les organisations féminines se joignent à la lutte contre les fausses informations devenues virales à cette ère du numérique. Et c'est grâce à la mise en œuvre du projet formation des membres des réseaux des femmes au Mali et au Tchad sur les techniques de vérification des faits et la lutte contre la désinformation sur le genre. Cette formation est conçue pour vous équiper des compétences et des connaissances nécessaires à l'identification et à la vérification de la désinformation. Elle représente un engagement fort pour protéger les droits des femmes, des filles et de toutes les personnes marginalisées. Les femmes et les filles jouent un rôle crucial pour garantir une information fiable. Aujourd'hui, on peut prendre votre image et vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites. Et c'est extrêmement important pour les femmes qui ne sont pas peut-être ouvertes à cette technologie aussi. Vous êtes le relais de leur faire comprendre que tout ça c'est possible. Et c'est pas parce qu'on voit une personne parler que c'est ce qu'elle dit, que c'est ce qu'elle a vraiment dit. Notre engagement est clair. Nous ne laisserons pas la désinformation miner nos efforts pour un Mali plus juste et plus prospère. Nous comptons sur vous, journalistes et acteurs des médias, pour être les gardiens de la vérité et contribuer à l'édification d'une société où l'information est un vecteur de progrès et non de division. Après Bamako, les organisations féminines des localités de Koulikoro et Kassaro bénéficieront de cet atelier de renforcement des compétences sur les techniques de vérification des faits. Le
Mali, invité d'honneur du FESPACO 2025 dans le cadre de l'AIS, le FESPACO qui est la première grande activité après l'adoption de la politique culturelle de la Confédération. Une forte délégation malienne participe justement à l'événement. Le Mali est présent dans toutes les compétitions officielles et entend faire de cette participation un tremplin pour relancer l'industrie cinématographique malienne conformément aux recommandations des États généraux de la culture. Des informations données par le ministre de la Culture Mahmoud Afet au micro de Bemba Sibi et Yacouba Kouni. Aujourd'hui, nous avons en commun des grands événements qu'on labellise à travers cette politique culturelle qu'on vient de signer à Ségou. On a commencé par le festival sur le Niger à Ségou, mais aussi nous venons d'avoir la semaine de la fraternité. Nous serons très heureux de participer à côté de nos frères du Faso et du Niger et à célébrer cette fête du cinéma africain. Parce qu'en fait, depuis plus de 10 ans, nous n'avons pas eu une participation dans la grande compétition avec les longs métrages en fiction. Et donc aujourd'hui, nous avons dans notre bagage 2 films en compétition pour la prestigieuse reconnaissance de l'étalon de Yenanga. Aujourd'hui, le Mali est présent dans toutes les compétitions classiques, long métrage, fiction, court métrage, documentaire, série, animation d'école. Nous sommes dans toutes les compétitions classiques. Alors c'est quelque chose d'unique qu'il faut saluer les génies créateurs maliens, des cinéastes et du CNCM qui travaillent d'arrache-pied malgré les moyens qu'on a pour avoir une participation de cette hauteur-là. Nous avons une délégation de 60 personnes qui viendront pour célébrer le cinéma africain à Ouagadougou. Nous voulons aujourd'hui la relance du cinéma malien, la réhabilitation du cinéma malien. Donc aujourd'hui, toute chose qui vient à propos pour conforter cette vision des États généraux, d'aller vers cet espace-là, une région du Mali où nous allons lancer l'industrie cinématographique malien, panafricain. Et donc Ouagadougou, le FESPACO est une belle étape pour cette vision. C'est donc ce samedi 22 février que s'ouvre la 29e édition du FESPACO. Le thème retenu cette année est cinéma d'Afrique et identité culturelle. Le Mali est présent, comme vient de le dire le ministre, dans 11 compétitions officielles avec 2 films en lice pour le prestigieux étalon d'or du Yenega. Avant-goût de ce grand rendez-vous du cinéma africain avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Tiemoko Konate, Mamadou Sidibé, Abdoulaye Diarra et Abdoulaye Diop. Ouagadougou, la capitale du Faso, dans l'euphorie du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, une atmosphère de convivialité perceptible à travers la ville, comme c'est le cas au siège du FESPACO. Cette messe du cinéma africain est le premier grand rendez-vous après l'adoption en début février d'une politique culturelle pour la Confédération des États du Sahel. Déjà, toutes les dispositions sont prises pour hisser cette rencontre à hauteur des attentes. Nous aurons des documentaires, des fictions, des courts-métrages, des films d'animation et bien sûr, depuis quelques années, nous avons la réalité virtuelle. FESPACO 2025, 29e édition, c'est la projection de plus de 200 films sur 8 sites retenus. Cette année, 20 000 festivaliers sont attendus. Le Mali y est bien représenté comme tous les ans, avec 11 films dans toutes les catégories. Ces films parlent de notre histoire, ces films racontent nos manières de vivre, nos manières de penser, nos manières de prendre du plaisir, nos manières de nous comporter, mais aussi ces films mettent en avant le potentiel culturel et artistique du Mali. Et donc oui, nous avons de très beaux films qui ne viennent pas seulement pour compétir, mais qui viennent aussi pour porter la voix du Mali. Et je pense que c'est là la dimension particulière de cette participation au Mali. Le Mali, loin d'être simple figurant, mais grand, espérant remporter le prestigieux prix de l'étalon d'or du Yenenga. Nous avons des films qui ont été faits avec toute notre science, avec une forte ambition de redorer le blason du cinéma. Cette 29e édition du FESPACO, c'est aussi le MICA, marché de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, servant de cadre de rencontres entre professionnels de ces secteurs. Elle intervient dans un contexte marqué par le décès d'une icône du cinéma malien, Souleymane Cissé, président du jury de la catégorie long métrage fiction. Devoir de conscience, un hommage lui sera rendu. Oui, on aurait pu tout arrêter, mais nous estimons que nous sommes dans une fête du cinéma. Et le meilleur moyen de rendre hommage au doyen Souleymane Cissé,
c'est de faire vivre le cinéma. Et donc, à travers le cinéma malien, nous rendons un vivant hommage à ce grand homme qu'il a été. Mes condoléances à toute sa famille. Et ce qui m'attriste beaucoup aussi, ça fait 2 ans quand il était là, avant même la fin du festival, j'avais déjà prévu que c'était, voici mon prochain président du jury. Pour rappel, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre ce samedi pour s'achever le 1er mars prochain. La cérémonie d'ouverture sera présidée par le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso. Et il faut savoir que l'ORTM a déployé une grosse équipe sur place. On aura donc la quintessence de toutes les activités durant ce festival. FESPACO toujours, un mot de sécurité. À présent, la commission sécurité est à pied d'œuvre pour garantir un événement réussi dans la quiétude. La contribution des festivaliers et de la population est aussi sollicitée, notamment en matière de respect des consignes sécuritaires. On en sait davantage avec Konsun Koulibaly et Moumouni Wanga. Dans quelques heures s'ouvre dans la capitale burkinabé la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un événement grandeur nature dont la réussite est intimement liée à la maîtrise de l'aspect sécuritaire sur les sites qui accueillent les festivités. À la veille de l'ouverture officielle, la commission sécurité donne des assurances quant à la maîtrise de la situation. Toutes les forces, toutes les composantes des forces de défense et de sécurité qui interviennent dans la sécurisation du FESPACO ont été mobilisées. Et les tâches et les missions ont été réparties. Et chacun, en tout cas, travaille d'arrache-pied pour que, à la mise en place, tout soit parfait. C'est dire que la commission sécurité est prête pour le FESPACO 2025, mais le commissaire divisionnaire Abdoulaye Belem invite les populations et festivaliers à contribuer au renforcement du dispositif sécuritaire par le respect des consignes. Nous invitons les populations, en tout cas les festivaliers, à s'abstenir de porter sur elles des objets dangereux qui peuvent nuire à la sécurité d'autrui. Et nous invitons également les populations à ne pas s'encombrer. Le président de la commission déconseille également les actes malveillants comme le bricolage des installations électriques sur les sites, mais pas que. Pour les rues marchandes où il y a de la grillade, nous invitons à prendre les dispositions, surtout pour s'assurer que nos bouteilles de gaz ne sont pas défaillantes. Nos bouteilles de gaz sont fermées parce qu'un événement comme le FESPACO, le risque également, c'est l'incendie et il faut éviter cela. Le commissaire Belem appelle donc les populations à la prudence et surtout à signaler tout cas suspect. À Niamey, le processus d'une intégration réussie au sein de l'ALS se poursuit activement avec l'ouverture d'une rencontre d'échange d'expériences entre les autorités aéroportières du Niger, du Mali et celles du Burkina Faso. Gérald Abdoul Aziz et Askou Djibrila pour le compte rendu. Présente à Niamey au Niger depuis hier dans le cadre d'un échange d'expériences, les autorités aéroportières du Burkina Faso et du Mali ont eu ce jeudi une séance de travail avec leurs homologues du Niger à l'aéroport international Diori Hamani. À cette occasion, les aéroports internationaux du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont été présentés avec les défis à relever. Aussi, les installations de l'aéroport international Diori Hamani ont été visitées. Faciliter la mobilité des populations de l'espace AES, tel est le but visé, à travers l'harmonisation des procédures, la mutualisation des moyens et la modernisation des infrastructures aéroportières de l'espace. Beaucoup de points que nous devons discuter, en commençant par effectivement les ressources humaines. Comment on va pouvoir harmoniser la formation et surtout le maintien de la compétence de ces ressources humaines. Comment on va pouvoir harmoniser la réglementation des pratiques. Comment on va pouvoir avoir des documents communs pour pouvoir faciliter davantage la gestion de nos aéroports. Et d'autres points pourront aller vers l'uniformisation des équipements, voir comment on peut faire des achats groupés. Nous avons constaté effectivement qu'il y a quand même un certain nombre de problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, à savoir l'acquisition du fuel, le carburant, le jet A1, comment on va pouvoir obtenir le jet,
compte tenu de nos positions, de la position des 3 pays, et aussi le coût de ces carburants-là, comment on va pouvoir influer dessus, pour que le prix du billet soit beaucoup plus facile pour les populations moyennes. Aujourd'hui, avec la fermeture de certaines frontières, nous n'avons que les transports aériens pour permettre la mobilité internationale et interne de nos populations. Le contexte sécuritaire aussi a fait comprendre que les aéroports sont très importants puisque la guerre se mène également à travers les airs. Donc c'est déjà de situer ce contexte et indiquer que les aéroports joueront leur partition dans cette dynamique enclenchée par nos 3 chefs d'État. Pour les autorités aéroportières hautes, il faut accélérer le processus. I think from now on, every month we have to share our information and we have to come together every month or every 2 months. I will visit my colleagues in very soon in March or April. D'ici avril ou mai, je vais vous visiter. This is a foundation for the future. Est une bonne fondation this pour is le the futur. first time we come together. But from now on, we will be stronger together with Mali and Burkina Faso. Cet échange d'expériences de Niamey entre les autorités aéroportières de l'AES prendra fin demain par une série de rencontres avec le ministre des Transports et de l'Équipement, le représentant de l'ASECNA au Niger et le directeur général de Niger, Souma Handling. Allez, on vous propose un peu de lecture à ce moment de rentrée littéraire. Justement, à Bamako, vous avez l'incroyable rencontre de Mori et les djinns. C'est l'intitulé du premier livre pour enfants de Kaniba Traoré. Ce livre parle d'un fait réel vécu en terre malienne et qui a ébranlé la vie d'une famille. Ainsi, son auteur souhaite rendre hommage au Mali, le pays de son enfance, et à la richesse de la culture africaine. Dans ce livre, 5 amis décident d'aller cueillir des mangues dans un champ situé derrière leur village, Gassito, mais à leur retour, ils ne sont plus que 4. Où est donc passé Mori? La réponse dans le livre. Des mariages et des rêves, plus rien ne me surprend. C'est l'intitulé d'un ouvrage à retrouver également dans vos librairies. Ce livre est coécrit par Mohamed Amara, sociologue, et Michel Kalzat, photographe, avec la préface de Madame Kadiatou Konaré, ancienne ministre de la Culture, aux frontières de l'écrit et de la photographie. Ce livre s'adresse aux jeunes couples qui fondent un foyer pour la première fois à Bamako. Depuis mercredi, le monde du cinéma malien et africain est en deuil avec la disparition du grand réalisateur Feu Souleymane Cissé, décédé à l'âge de 84 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi dans sa famille à Nyarela. Souleymane Cissé, figure incontournable et pionnier du 7e art, non seulement au Mali, mais à l'échelle internationale. Au Niger, ses amis cinéastes lui ont rendu hommage. Retrouvons le reportage de Issa Ousmane Mahama. Eh oui. Je me souviens, comme si c'était hier. Il est venu nous trouver à l'hôtel de l'amitié, Souleymane Cissé. Même quand on se rencontre au FESPACO, comme je parle bambara, il a toujours voulu causer avec moi. C'est une grande perte pour le Mali. Il n'est pas de style je suis grand, connu dans le monde entier, je vais me mettre au-dessus des autres. Non. C'est ça qui marque chez lui et je crois qu'il a peut-être transmis ça à sa fille Mariama. C'était cette modestie-là des hommes de valeur qui n'ont pas besoin d'en rajouter pour qu'on puisse les mettre à leur rang. Le meilleur souvenir que j'ai de Souleymane, c'est vraiment cette modestie-là du personnage. Il n'a jamais joué à celui qui a la science infuse et qui peut orienter tout le monde. Il y a un cinéaste malien qui s'appelle Issa Falaba Traoré. Il m'a téléphoné de Niamey. Il m'a dit, Djingare, j'ai vu un de tes films à la télévision. Tu es un bon caméraman. Est-ce que tu peux venir m'aider? J'ai dit, il n'y a pas de problème, je ne travaillais pas. Il m'a envoyé le billet d'avion. Je suis parti à Bamako. J'ai pris contact avec les cinéastes là-bas. Et puis, on est resté une journée à Bamako. Et on est parti à
Bandiagara, dans les falaises de Bandiagara, 350 km de Bamako. On a travaillé là-bas pendant 3 semaines. Le gars, il n'a pas les moyens, c'est un cinéaste comme moi. On avait faim, il y a des moustiques, on dormait en plein air. Et Souleymane Cissé a appris que c'est moi le caméraman de ce film-là. Il a pris sa voiture de Bamako jusque dans les falaises de Bandiagara. C'était loin, hein? Il est descendu, il est venu le trouver là-bas et me dit, hé, Kingaré, j'ai appris que c'est toi qui es là, c'est pour cela que je suis venu. Ah, j'ai dit, ça me fait plaisir, tu sais, moi je suis venu dans une misère. Je ne savais pas que ça va être comme ça, sinon je n'allais pas venir. Il a ri de fort, il m'a dit, tu ne connais pas Issa Falaba. Il n'a rien. J'ai dit, bon, moi aussi, je n'ai rien. Lui, Souleymane, il est parti jusqu'à un village là qui s'appelle Sanga. Il a payé un grand mouton, il nous a amené ça, et c'est la première fois pendant 3 semaines qu'on a mangé de la viande. Ça, c'est des choses que je ne peux pas oublier de Souleymane Cissé en réalité. Je retiens de ce monsieur un homme humble, un homme généreux, attentif. Il prend le temps d'écouter, il conseille beaucoup et auprès de lui, on apprend beaucoup. Ce que je retiens de l'homme, c'était un grand réalisateur. Il a eu 2 fois les Talons d'Or de Yenenga. Il a eu le Carrosse d'Or au dernier festival de Cannes. Il a brillé à travers ses œuvres. Mais bon, comme on dit chez nous, les hommes partent, mais les œuvres restent. Et ce qui nous reste de Souleymane Cissé, ce sont les magnifiques films qu'il a faits. C'est un choc pas seulement pour la délégation générale, c'est aussi pour le Burkina Faso, parce que c'est une personnalité vraiment qui compte dans l'histoire du FESPACO, dans l'histoire du cinéma africain. C'est une personnalité qui a toujours été auprès de notre génération. Voilà, c'était là les réactions au Niger, au Burkina Faso du monde du cinéma. Les obsèques de l'illustre disparu ont eu lieu ce vendredi dans sa famille à Nyarela, outre la présence du Premier ministre dans la matinée pour présenter les condoléances de la nation. On avait le monde du 7e art venu de divers horizons. Ce dernier a tenu à rendre un vibrant hommage à ce grand baobab du cinéma africain, double détenteur de l'étalon d'or du Yenenga, qui avait été désigné aussi président du jury fiction long métrage de la 29e édition du FESPACO qui s'ouvre ce samedi à Ouagadougou au Burkina Faso. Aridjou Matina, reportage. Un dernier hommage rendu à Souleymane Cissé, un des plus grands cinéastes du continent arraché à l'affection du monde de la culture le mercredi dernier. Figure emblématique du 7e art, le réalisateur de renom qui était admiré et respecté, né en 1940 à Bamako, a défendu un cinéma authentique et indépendant. Avec une quinzaine de films à son actif, tout au long de sa carrière, Souleymane Cissé a porté la voix du Mali à travers le monde avec fierté et enthousiasme. Sa disparition est ainsi une grande perte pour le pays, d'où les hommages de la nation avec la présence du chef du gouvernement à ses obsèques. C'était un sentiment de patriotisme et d'humilité et pour remercier les plus hautes autorités du pays, le président de la transition, chef de l'État, le gendarme Assimi Goïta, et le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, qui ont bien voulu nous témoigner à la famille et à toute la nation endeuillée leur plus haute estime à l'endroit de notre frère. Et pour vous dire aujourd'hui que c'est une perte, bien sûr, pour la famille, mais c'est une perte pour toute la nation malienne. Parce que Cissé était immense. Cissé était une fierté nationale. Il avait foi au Mali. Il avait foi. Il disait toujours que les difficultés qu'on vit, vont pas passer. Et que Mali Binadia. Double détenteur de l'étalon d'or du Yenenga, Souleymane Cissé, à travers ses œuvres, a su capturer l'âme de la culture malienne, voire africaine, et la faire rayonner. Il a apporté dans la construction du récit national moderne, du récit national de l'Afrique. Il a contribué à construire un univers symbolique africain qui n'était pas emprisonné par l'Afrique calébas. Il a contribué à faire connaître l'Afrique concrète. Il fait partie des 3 personnalités dans les 20 premières années de l'indépendance du Mali
à faire parler positivement du Mali. Souleymane Cissé est un cinéaste qui a inspiré au-delà de l'Afrique. Il a beaucoup influencé des cinéastes d'origine afro-descendants en Amérique, au Québec. Avec sa vision, sa lumière, il a mis en réalité les choses que les gens ne connaissaient pas en Afrique. Et je pense qu'il a ouvert la voie pour beaucoup de jeunes cinéastes, que ce soit sur le continent africain ou dans le milieu de la francophonie en France. Et au Festival Vue d'Afrique, qui est le plus grand festival de films africains francophones en Amérique. Ces œuvres vont guider, vont inspirer, vont servir de leçon pour les hommes du 7e art, particulièrement les jeunes. Alors, c'est pourquoi ici il y a des Burkinabés, des Sénégalais qui sont venus. Parce que ce tome n'est pas seulement pour les Maliens, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Africains, c'est pour tout le monde entier. On a fait Cannes, le festival de Cannes ensemble, le FESPACO ensemble et on a fait le festival de Sinomat. Donc c'est quelqu'un qui m'apprécie comme sa sœur. Il apprécie ce que je fais comme travail. Je l'ai côtoyé avec mon premier film d'abord parce qu'il m'a fait une mise en route pour le premier film. Et ça a été un succès, lui, Cheikh Oumar Sissoko et Salif. Et c'est ce premier film-là qui a remporté le plus grand prix de la coopération française à l'époque, c'était en 1999 au FESPACO, 8 millions. Alors qu'il devait présider le jury long-métrage du FESPACO 2025, Souleymane Cissé ne pourra finalement pas honorer ses derniers grands rendez-vous avec le festival qu'il a tant célébré. Le grand réalisateur laisse derrière lui un précieux héritage qui a marqué l'histoire du cinéma africain et international. Sa sagesse, son humilité et son génie artistique vont continuer à inspirer les générations futures. Comme il avait souhaité avant son décès, la prière mortuaire s'est déroulée à la grande mosquée de Bamako et il a été enterré à son domicile à Nyarela. Voilà, c'est donc un grand baobab du 7e art qui s'en est allé à la veille d'un grand rendez-vous cinématographique, FESPACO, dont il est recordman de l'étalon de Yenega, sommet des récompenses dont il est un abonné fidèle à travers d'autres podiums mondiaux. Soyez Ibrahima Keita. Le petit commerçant la sauvette à 14 ans, à qui la société avait vite collé l'étiquette de celle que portaient la plupart des enfants du marché d'Abanani de l'époque, petit bandit. Cependant, c'est le statut d'aventurier qui submergera. Le petit vendeur des plaques à bicyclette en aluminium, devenu docker des épouses des colons, amasse beaucoup d'argent, mine de rien, et finance ses études primaires et secondaires à Bamako jusqu'en 1960, tout en apportant des aides substantielles à son père pour la prise en charge familiale. C'est l'arrestation de Modibo Keïta au Sénégal qui fut à l'origine de son engagement politique au sein du mouvement des pionniers. À son retour au Mali, après ses études en ex-URSS, il avait la tête pleine de belles idées et le cœur de bonnes intentions comme de nombreux cadres à la fin de leurs études. Mais très vite, il découvre ses propres limites, celles ayant pour nom limites techniques, financières ou culturelles. Et c'est là qu'intervient son rêve. 2 fois étalon Yelenga du FESPACO en 1979 et 1983, primé 2 fois à Cannes, le tout enrichi de 2 derniers trophées qu'il a présentés à la presse le jour même de son décès. Le prix de l'icône du Festival du film africain de la Silicon Valley aux États-Unis et le prix honorifique de la mission médicale sous les rives de la Gambie. Celui qui a valu beaucoup de reconnaissances, dont celle de la structure sous-régionale UEMOA, qui a financé en 2011 à Ouaga la réalisation des statues des figures célèbres du cinéma africain, dont celle de Souleymane Cissé. Lui qui a développé en tant que réalisateur engagé des thèmes porteurs malgré les contingences de l'époque, ce qui lui a valu la prison quelquefois.
Et c'est tout cela, la réalité Souleymane Cissé, qui aura été de tous les grands rendez-vous cinématographiques à travers le monde et pendant un demi-siècle. Que de coups de clap, Souleymane Cissé, mythe, rêve et réalité. Son dernier coup de clap s'est effectué ce 21 février 2025 à Nyarila. L'inoxydable réalisateur, toujours derrière la caméra, est devenu cible privilégiée d'une production qu'il n'aura jamais scénarisée. Voilà, et par ma voix, toute la direction et le personnel de l'ERTM adressent ses condoléances à la famille Cissé. L'émission Performance, une présentation de Siragatou Cissé, c'est dans les programmes. Grand merci à nos téléspectateurs du monde entier, particulièrement ceux de Badougou, Djoliba, Kirina et Kangaba. Je vous dis à demain, j'espère. Bonsoir à tous.